bienvenue à la visioconférence qui est une thématique d'éducation thérapeutique et sociale du patient, du parent, de l'aidant et même aussi de la personne qui se pose juste la question de savoir c'est quoi la maladie rare qui pourrait s'ériger en volontaire, en bénévole, en mécène, en donateur. Véritablement, toutes les casquettes sont les bienvenues à cette séance d'éducation thérapeutique et sociale du patient, de l'aidant, pour une meilleure inclusion sociale des personnes dites sans voix et pour lesquelles nous souhaiterons élever bien évidemment le plaidoyer haut parce que tout le monde a droit à la santé, tout le monde a droit à la vie, tout le monde a droit au respect et chacun a sa pierre à apporter à l'édification d'une société. Donc, je me présente, je suis Dr Mbédé Rose, présidente fondatrice de l'association Info Maladies Rares. Et nous sommes toute une équipe et pour ne plus tirer de long en large, tel que vous l'avez vu certainement dans les vidéos qui ont précédé, nous tenons déjà à remercier Madame Françoise Bango qui a donné son image pour qu'on puisse faire un plaidoyer au-delà des simples praticiens et autres, mais que même des sportifs se sentent aussi touchés par cette cause. De fait, je vais sans plus tarder présenter un peu ce que notre association a eu à faire depuis le début de cette année, parce que rappelons qu'on a eu notre première visioconférence au mois de décembre et qu'il y en aura encore une au mois de décembre 2023 pour faire le bilan de l'année et aussi présenter le nouveau parrain qui aura été choisi pour l'association pour élever le plaidoyer de ce qu'on fait. Donc, notre association est à but non lucratif et tel que vous le voyez, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations, mais juste pour rassurer les gens, tant qu'ils nous suivent au Cameroun qu'à l'extérieur, que notre association remplit bien tous les critères qu'il se doit. Nous cartographons les patients, les aidants, et nous cherchons plus à mutualiser les savoirs, les compétences autour de ces personnes-là qui sont déjà diminuées de par leurs conditions sanitaires et bien évidemment encore plus lorsqu'elles sont en face de personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que le handicap et qui ont tendance à les stigmatiser de ce fait. La présentation de ce jour aussi est un peu spéciale parce qu'on va mettre en avant une association jeune, association sclérose tubereuse de Bourneville, qui a été créée au Cameroun par un parent référent de notre association et que nous avons encouragé pour qu'il y ait une association totalement reconnue de personnes atteintes de sclérose tubereuse de Bourneville. Leurs principaux objectifs étant véritablement de partager leur expérience en la matière, déjà entre parents d'enfants, et faciliter aussi la déstigmatisation et l'accès aux médicaments rares, parce que c'est une pathologie qui a beaucoup de répercussions au niveau de la réflexion et bien d'autres comorbidités que je ne vais pas forcément évoquer parce qu'on n'est pas dans un cours de médecine. Donc là, c'est pour revenir sur les activités que nous avons menées en début d'année. Là, c'était au mois de février où nous avons eu une journée récréative avec des parents et des enfants atteints de handicap, que ce soit un handicap rare ou simplement orphelin. Rare, ça veut dire une personne sur 2000, tandis que orphelin, c'est une personne sur 1000. Donc, pour le coup, Madame Françoise Mango avait bien voulu nous donner les locaux de son institut supérieur pour que cela se fasse dans de bonnes conditions. Et ainsi, nous avons partagé beaucoup de choses qui ont porté aussi des fruits pour ce que nous sommes en train de mener actuellement, parce que ce sont les parents, ce sont les patients qui donnent l'impulsion au mouvement que nous menons. S'il n'y a pas de patients, s'il n'y a pas de parents, alors les associations n'ont pas non plus d'utilité, si on peut dire ça comme ça. Là, ce sont toujours les missions de l'association que nous essayons pas à pas et au jour le jour de mener à bien, cette fameuse interconnexion patient-patient, patient-soignant, patient aidant, patient même profane pour faciliter l'inclusion pratico-pratique, comme on aime à le dire. Là, par exemple, il y a la photo de famille avec un responsable d'une institution publique, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui était là pour représenter son institution. Il y a un médecin qui était là cette journée récréative. Il y a des parents et des enfants atteints de handicap. Et il y a même des personnes
qui ne s'y connaissent pas en matière de handicap, mais curieuses de savoir ce qu'il en est. Notre association aussi fait des marches dans le cadre de ces maladies rares-là. Nous faisons la cartographie dont j'ai parlé. Vous voyez qu'en dehors des anomalies de la tête, du visage, du crâne, de la bouche, que nous évoquons plus parce qu'on a ce projet de centre de référence tête-cou-dents, il y a aussi des anomalies de tout autre type de membres, les pieds, les mains, le système digestif, cardiovasculaire et autres. De fait, nous encourageons même des jeunes chercheurs à mener leurs études dans le domaine des maladies rares. Là, par exemple, à gauche, vous avez cet étudiant qui a fait une recherche sur les manifestations orales chez les personnes atteintes de syndrome trisomique et son résultat a permis d'ailleurs de mener à bien aussi la descente que nous avions faite sur le terrain au mois de février 2023. Et à l'extrême gauche, c'était une journée de rendu de diagnostic génétique par des volontaires généticiens français qui, après qu'on ait pu obtenir les résultats grâce au laboratoire de diagnostic génétique de Strasbourg, ont bien voulu conseiller les parents parce que quand on a le diagnostic, qu'est-ce qu'on en fait? On quitte de la déstigmatisation de oui, le papa a vendu, la maman a vendu, elle n'a pas respecté les consignes. On quitte de cette déstigmatisation à un diagnostic scientifique, mais quand on l'a, qu'est-ce qu'on fait de ce diagnostic? Il faut quand même des spécialistes aussi pour pouvoir expliquer ce que ça implique, d'où maintenant l'apport de ces généticiens qui nous ont accompagnés dans ce sens-là. Par la suite, à côté de cette interconnexion plus ou moins scientifique, pour qu'on ait des chiffres qui parlent et qui permettent d'implémenter des mesures aussi fortes, nous avons des actions de sensibilisation lors de foires organisées principalement par le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, que nous remercions officiellement ce jour aussi, parce que ces tribunes nous permettent de rencontrer des personnes diverses et variées qui nous suivent et qui, après, peuvent aussi être là, par exemple, à cette visioconférence pour porter plus haut encore le plaidoyer des personnes atteintes de maladies rares ou d'un quelconque handicap orphelin. Ici, c'est un projet que nous avons mené à bien avec un patient dit référent. Vous êtes prié de couper votre micro pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, merci de couper le micro. Il y a une caméra qui n'a pas coupé son micro. Merci de le couper. Et pour le coup, pour revenir à ce que je disais au sujet de ce patient d'un trisomie 21 dont nous avons porté le plaidoyer un peu finalement aussi comme mécène, parce que finalement, Info Maladie Rare fait un peu de tout, volontariat, bénévolat, mécénat et sensibilisation, cartographie, véritablement, on ne se limite pas qu'à un seul pan de l'accompagnement des familles atteintes de maladies rares. Peut-être c'est ce qui fait aussi notre spécificité. C'est vraiment dans tous les domaines de l'inclusion pratico-pratique d'une personne atteinte d'un quelconque handicap qui serait orphelin du fait de l'errance tant diagnostique que thérapeutique ou inclusion simplement sociale. Et ce petit dont nous avons fait le mécénat avec le dossier médical a pu permettre d'avoir une donation de 1 million, presque 500 000 francs CFA par l'association Camtufra, donation faite en 2 temps. Le premier temps, c'était pour lever l'urgence respiratoire parce qu'il était en proie à une hypertrophie des amygdales qui bloquait au fur et à mesure sa respiration. Et il a été opéré grâce à la première partie de cette donation-là à l'hôpital central à Yaoundé. Et il faut noter que ce dernier avait une carte d'invalidité qui est passée dans un conseil avant qu'il ne soit opéré. Donc, il a aussi permis à ce que il y ait une réduction sur les frais de son hospitalisation et les frais d'opération. Donc, la carte d'invalidité sera évoquée tout à l'heure par l'expert en question de sécurité sociale qui est responsable des relations publiques de Info Maladies Rares. Et la deuxième partie maintenant de la donation a été mise à profit ou est encore en train d'être mise à profit dans des soins dits mutualisés. Parce que l'intervention chirurgicale, on va pas opérer plusieurs personnes, mais tandis que des soins tels que soins prothétiques ou orthodontiques, le matériel souvent est acheté en gros et peut servir pour d'autres personnes. Donc, grâce à ce don, à ce mécénat qui a été fait pour l'enfant NJ, je ne vais pas forcément donner tout son nom ici, l'enfant NJ atteint de trisomie 21, on a pu aussi se joindre
à l'association Triso et Vie à Yaoundé qui regorge de plein d'enfants atteints de trisomie 21 et mettre ce matériel qui vient en gros à disposition ou au service d'autres enfants atteints de trisomie 21 et dans cette association. Vous voyez la suite de la prise en charge faite par l'orthophoniste sur la photo en bas à gauche. Et bien évidemment, il y aura l'orthodontiste qui prendra le relais à partir du mois de juillet. Il y a déjà des gouttières de libération occlusale parce que trisomie 21, il y a beaucoup de grincements dedans. Donc, ça abîme encore plus ce qui est déjà là, qui n'est pas au complet dans la plupart des cas. Et il faut préserver le capital qui est présent pour que l'enfant aussi puisse voir une évolution via les manœuvres, les outils qui sont mis en place pour ce faire. Donc, parlant de l'association Triso et Vie que j'ai évoquée plus haut, nous avons eu à examiner les patients de cette association déjà en 2021 grâce à l'accompagnement de ce jeune étudiant en médecine qui voulait faire un travail sur la trisomie 21. Donc, il avait pu examiner 40 patients grâce aussi à notre accompagnement. Et là, en 2023, nous avons amorcé ce traitement mutualisé grâce à la donation de l'enfant NJ et pu faire encore d'autres consultations, des radiographies à des enfants trisomiques, des gouttières de libération à des enfants trisomiques, des prothèses à ces derniers et un contrôle qui sera fait à partir du mois de juillet et voir si eux aussi peuvent être introduits dans le suivi orthophonique parce que, bien évidemment, l'enfant Joya est pour l'association Info Maladies Rares le patient référent. Donc, il y a un peu la lumière pour qu'on voit quoi faire avec les autres patients qui sont atteints de trisomie 21, même si les comorbidités sont souvent différentes. Désolée s'il y a des photos un peu choquantes. Là, c'est juste pour dire que à côté de cette prise en charge trisomique que nous avons accompagnée, il y a maintenant l'association sclérose tubereuse de Bourneville. Et les manifestations sont encore plus criardes, souvent parce que des fois, la trisomie, il faut vraiment souvent se rapprocher pour voir qu'il y a des troubles psychiques, ainsi de suite. Il y a d'autres qui s'en sortent plutôt très bien, sans trop de manifestations apparentes. Mais la sclérose tubereuse de Bourneville, c'est pas trop pareil. On a plein de tuméfactions qui viennent sur le corps et bien évidemment, cet aspect esthétique malformatif impacte déjà considérablement le psychisme de l'enfant, sans parler des comorbidités qui en suivent. Donc, avec la jeune association sclérose tubereuse de Bourneville du Cameroun, nous avons aussi décidé de faire comme avec le patient référent NJ pour la trisomie 21. Donc, nous avons pris un patient référent sclérose tubereuse de Bourneville qui a les comorbidités que cette pathologie présente dans la plupart des cas et vous montrer à peu près à quoi ressemble le bilan normal, si je dirais à la limite idéal, mais un bilan qui est rencontré dans des pays occidentaux, par exemple comme la France ou d'autres encore, pour le suivi cadré d'un patient atteint de sclérose tubereuse de Bourneville. Vous verrez à quel point c'est coûteux, mais quand il n'y a pas d'accompagnement, éventuellement, grâce peut-être à la carte d'invalidité, mais à côté de ça, une reconnaissance d'affection de longue durée qui nécessiterait même des prises en charge gratuites pour ces personnes-là, alors ça devient effectivement des cas sociaux et qui peuvent difficilement élever aussi l'économie ou favoriser le développement d'un pays parce que, disons-le franchement, quand la famille est touchée, en fait, c'est la société qui est touchée. La société commence par la famille avant d'avoir le regroupement communautaire le plus élargi possible. Donc, vous voyez ici le visage hors norme d'une personne atteinte de sclérose tubereuse de Bourneville. C'est choquant, mais c'est la réalité. Et elle est encore d'autant plus choquante quand elle n'est pas prise en charge parce qu'ailleurs, c'est opéré. On enlève ces tuméfactions. Ces enfants sont souvent en proie à plusieurs crises d'épilepsie et autres fatigabilités extrêmes du fait que ces tuméfactions ne sortent pas que sur la peau, mais peuvent sortir au niveau des reins, du cœur, du cerveau et entraînent plusieurs manifestations qui peuvent même entraîner la mort de ces patients-là. Donc, de fait, nous avons établi un bilan annuel de soins qui devrait être réalisé par spécialistes pour ces personnes atteintes de sclérose tubereuse de Bourneville et pour qui actuellement seuls les parents supportent le poids de la prise en charge financière dans notre contexte camerounais. Je ne connais pas forcément dans tous les autres pays d'Afrique, mais si on dit le Cameroun est l'Afrique en miniature, alors on pourrait avoir un effet miroir quand on parle déjà d'un cas de sclérose tubereuse de Bourneville au Cameroun.
Donc, de fait, ils doivent avoir un suivi en neuropédiatrie, neurologie pour les plus grands, avec un bilan que vous voyez sur la diapositive qui est présentée, suivi cardiologique en néphrologie, en dermatologie, en stomatologie. Et tout ça, chaque année, il y a un bilan qui doit être fait. Et cet accompagnement a été chiffré. Cet accompagnement a été chiffré. Là, c'est en francs CFA, mais le calcul est vite fait. Il y a beaucoup de moteurs de conversion, que ce soit en dollars ou quoi, pour ceux qui veulent s'amuser à voir ce que ça fait. Donc, l'IRM, 180 000 francs CFA par an, l'électroencéphalogramme, ainsi de suite. Je ne vais pas forcément lire le détail de chaque coût de soins par an, mais vous voyez quand même déjà que c'est énorme pour une famille éventuellement modeste ou des personnes qui ont un emploi qui, en tant qu'auto-entrepreneur, ainsi de suite. Et même si on est fonctionnaire, c'est quand même assez coûteux. Donc, il faudrait une certaine mise en place pour permettre véritablement l'accompagnement de ces personnes-là. À côté des spécialistes à voir, on finit de consulter un patient et tout, mais à côté de cela, il y a aussi les médicaments achetés et ce sont des médicaments dits rares. Pourquoi rares? Parce que ce sont des médicaments qui ne sont pas pris par la masse de population, comme au Cameroun, il y a les pandémies, il y a les endémies et les pandémies, il y a le paludisme qui est endémique dans notre contexte, donc on va voir tout type de médicaments de paludisme. Il y a des mesures qui sont déjà mises sur pied pour les enfants de 0 à 5 ans, pour les femmes enceintes, pour que la prise en charge soit éventuellement gratuite. Mais là, c'est parce qu'il y a un effet de masse. Mais pour ces personnes-là, donc, qui sont atteintes de maladies rares et qui ont besoin quand même d'un suivi aussi et nécessitent ces médicaments rares, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que ce sont toujours les parents seuls qui doivent prendre en charge cela? Point d'interrogation. Et il y a même d'autres molécules dont le prix est vraiment énorme, mais qui permettraient véritablement de baisser et les crises d'épilepsie et les tuméfactions qui sortent au niveau des différents organes. Et ici, je veux plus évoquer les vérolimus, qui a été une découverte salutaire pour ces familles-là en Occident et qui est totalement remboursée par la sécurité sociale du fait de la reconnaissance d'affection de longue durée et qui coûte 800 000 francs dans notre contexte camerounais pour un traitement de 1 mois. On serait véritablement à 1 600 000 francs. Parce que du coup, je vous laisse faire le calcul pour 1 an. On s'est retrouvé à 9 600 000 francs par an pour avoir un traitement d'une personne atteinte de sclérose tubereuse de Bourneville et bien évidemment limiter les épilepsies et tout le reste dont je vous ai parlé. Pour un coût total de 15 964 461, pardon, excusez-moi, 10 472 000 francs CFA et en euros. Là, par contre, le calcul était fait. On ne voulait pas trop détailler pour le reste. Et ici, à droite, vous avez le visage de la patiente référente qui porte le visage de la sclérose tubereuse de Bourneville pour tous les autres patients, mais que vous voyez aussi à gauche. En fait, là, ce sont vraiment des rencontres solidaires entre parents, patients atteints de sclérose tubereuse de Bourneville. Donc, elle, on va l'appeler la petite KSDG qui vous remercie d'ores et déjà pour l'attention que vous avez portée à cette allocution et nous espérons que par la suite, il y aura véritablement des choses qui seront faites pour améliorer ce qui se projette pour leurs conditions de vie. Et cette petite qui est le visage sclérose tubereuse de Bourneville de notre association, tenez-vous tranquille, est à l'université et ne passe même pas en rattrapage malgré les états de fatigabilité, épilepsie et tout ce dont je vous ai parlé plus haut. Les moqueries de ses camarades qui lui disent qu'elle a des trucs bizarres sur le visage et j'en passe. Donc la stigmatisation reste forte. Il y a une action de sensibilisation qui doit être faite. C'est pour cela que j'invite vraiment à partager au maximum ce lien de notre visioconférence et l'actualité même en général en ce qui concerne les maladies rares, parce que chaque fois, nous avons des actualités à ce sujet-là. Et d'ailleurs, sur cette diapositive, on vous montre clairement les activités que l'association mène, qui s'achève le 31 décembre avec notre grande semaine de sensibilisation qui démarre par la grosse visioconférence et l'annonce du parrain qui aura été choisi. Et bien évidemment, à droite, vous avez clairement l'appel à dons
l'appel à dons parce que oui, il y a les volontaires, il y a les bénévoles, mais s'il n'y a pas de dons faits, il n'y a pas possibilité d'évoluer de manière concrète et faire bouger les lignes afin que tout le monde soit respecté dans sa dignité, dans sa différence et que la voix de tout le monde soit entendue. Donc, de fait, je nous remercie, je ne vais pas dire je vous remercie, je nous remercie pour l'attention que nous avons portée à cette allocution et j'espère que cette visioconférence d'éducation thérapeutique et sociale du patient portera des fruits et que à celle du mois d'août que nous allons encore organiser, on vous dira déjà, voici ce qui a été fait. On a déjà pu avoir des solutions concrètes pour les patients atteints de sclérose tubéreuse de Bourneville, pour leurs médicaments, pour les examens qu'ils doivent faire et pourquoi pas pour faciliter aussi la tâche à ceux qui voudraient faire des donations, mais ne voient pas l'utilité d'en faire parce que éventuellement ont des revenus trop petits et ils se disent, ben, si j'enlève déjà dans mon revenu, qu'est-ce que moi je vais faire après? Est-ce qu'il y a des dispositions qui sont mises sur pied au niveau de la loi éventuellement qui pourraient faciliter ou encourager les donateurs, peut-être une exonération fiscale, les impôts, en faisant une donation, on a une réduction, ou bref, les lignes solidaires qui existeraient dans toutes les structures devraient véritablement se mettre en route, en branle pour pouvoir porter la voix des sans-voix. Sur ce, je vous remercie et je vais sans plus tarder passer la petite intermède pour après que la deuxième intervention puisse se faire.